Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech, une édition un peu spéciale puisque vous le voyez, on n'est pas en studio aujourd'hui, nous sommes au pavillon d'Armenonville à l'occasion du palmarès de l'informaticien, des remises de prix très importantes. Cette édition est particulièrement dédiée à l'intelligence artificielle, c'est un sujet évidemment qu'on aborde beaucoup ici, mais on va l'aborder avec des experts que je vous présente juste après. C'est parti pour les interviews de l'IA, ce nouveau rendez-vous de Smart Tech qui est entièrement dédié à ceux qui font l'actualité dans ce domaine, l'intelligence artificielle. Autour de la table, aujourd'hui, Fabrice Matteo. Bonjour Fabrice, qui a enquêté sur les métiers de l'intelligence artificielle. Olivier Debenier est également avec nous. Bonjour Olivier, fondateur de Lingua Custodia. Et Armelle Sachivi. Bonjour Armelle. Convaincu que l'IA est une alliée pour développer un réseau social. Alors cette émission, je vous l'ai dit en introduction, elle est tournée à l'occasion de la cinquième édition du palmarès de l'informaticien. C'est un événement qui récompense les meilleurs produits, services IT dans de nombreuses catégories. On parle évidemment d'applicatifs, de cloud, d'infrastructures. On parle aussi beaucoup d'intelligence artificielle. En particulier cette année, on s'en doute. On va commencer ensemble, Fabrice. Donc Fabrice Matteo, vous publiez ce guide des métiers de l'intelligence artificielle aux éditions de l'étudiant. Vous voyez des professions vraiment émergentes dans l'IA aujourd'hui en entreprise? Absolument. Absolument. Il y a nombre de métiers qui sont en train de se créer, qui existaient déjà depuis quelques années, qui se sont renforcés depuis l'avènement de ChatGPT, et notamment dans l'IA générative qui a été induite par ChatGPT. On assiste à la création de métiers comme par exemple Key Switch Engineer. C'est l'ingénieur qui sera chargé Ça, j'adore les dénominations. de couper court à l'IA si jamais elle hallucine ou si jamais elle déborde de ses prérogatives. Là, pour le coup, c'est un exemple d'un véritable nouveau métier né avec les IA génératives. Vous expliquez très bien dans votre guide, d'ailleurs, il y a tout un jargon que vous essayez de démocratiser. Vous nous dites aussi qu'il y a beaucoup de métiers en fait, qui ont vécu des renamings. Oui, c'est ça, hein? Oui, c'est-à-dire c'est difficile de saisir exactement qu'est-ce qu'il y a dans chaque métier parce que c'est tout nouveau, parce que les entreprises ont leurs propres besoins et les besoins sont différents. Et parfois, sous la même dénomination, on a des métiers différents et parfois on a des métiers identiques sous des descriptions différentes. Et pour s'y retrouver, on se dit, oh là là, ça va être compliqué parce qu'à chaque fois, il y a une terminologie différente. Et moi, j'ai bien aimé la manière dont vous abordez ce sujet, en fait. Vous posez la question, et, voilà, vous avez envie de travailler dans quoi? Dans l'infra, voilà, vous décrivez en fait chaque grande catégorie de métiers et à l'intérieur, vous donnez le nom de ces nouveaux métiers. Et ça, j'ai trouvé que c'était une manière de vraiment s'adresser, peut-être, j'imagine, aux jeunes, non, qui sont encore... Entre autres. En train de chercher dans quelle branche s'orienter. Pas que. Ouais, pas que. Oui, parce que l'IA, je dis dans le livre que toutes les voies de l'IA sont pénétrables. C'est-à-dire qu'on peut effectivement faire une formation école d'ingénieur, spécialisation en IA, qui va nous mener vers une voie royale, vers les métiers d'IA, mais on peut aussi se former soi-même. Les entreprises IA sont à la recherche de profils et les gens qui s'auto-forment sont aussi acceptés et regardés avec intérêt par les entreprises. Alors on a parlé des nouvelles compétences, des métiers qui sont un petit peu transformés. Quel est le niveau véritablement d'adoption de ces nouveaux métiers dans les entreprises? Qu'est-ce que vous avez pu constater quand vous avez mené votre enquête? Les chiffres diffèrent beaucoup selon les études. On peut dire que l'IA est en train de pénétrer tous les départements des entreprises. Maintenant, à savoir exactement le degré d'utilisation de l'IA, c'est difficile. Certaines études avancent que 30% des salariés sont formés à l'IA, d'autres 60%. Enfin, c'est difficile de tirer au clair. Mais ce qui est sûr, c'est que l'IA investit l'entreprise, du marketing au support client notamment, mais en passant par la gestion des stocks et les autres départements. Alors, vous démarrez votre ouvrage non pas en adressant directement la question des métiers, mais en expliquant de quoi on parle. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle, les différents types d'IA et tout ça. Pourquoi? Vous pensez qu'on a encore vraiment besoin d'évangéliser, et même auprès des jeunes qui sont quand même aujourd'hui très familiers finalement de ces nouveaux outils?
Oui, c'est une très bonne question. Je me suis attaché, en première partie de l'ouvrage, il y a 3 parties, je me suis attaché quand même à remettre en place qu'est-ce que la place de l'IA aujourd'hui, notamment d'un point de vue technologique, d'un point de vue économique, d'un point de vue politique, parce que l'IA, c'est un enjeu technologique, c'est un enjeu de boulot pour certains, mais c'est aussi un enjeu de souveraineté. Les États, bien sûr, Vladimir Poutine en 2017 disait déjà, celui qui maîtrisera l'IA sera le maître du monde. C'était en 2017, c'était avant ChatGPT. Alors maintenant, a fortiori. Alors, vous avez un chapitre aussi qui pose cette question, pourquoi travailler dans l'IA? On a besoin de motiver encore pour aller dans l'IA? Je ne sais pas si on C'est a pas besoin le de... truc hyper si sexy on- du moment quand même, Oui, Fabrice? je ne sais pas si on a besoin de raison, mais en tout cas, j'essaie d'en expliciter 7 ou 8, je crois. Oui, on peut le faire par opportunisme, on peut le faire parce que c'est la voie royale à l'heure actuelle. Et, et oui, j'espère en tout cas que cet ouvrage permettra à ceux qui ont envie de découvrir, notamment dans cette première partie, de voir un peu les enjeux Hmm. avant d'aller vers le pur et dur, c'est-à-dire la description des métiers et des témoignages de personnes qui exercent le métier que j'ai décrit. Ouais. Vous donnez aussi 7 conseils pour se reconvertir dans l'IA. Parce que vous l'avez dit, en fait, il est jamais trop tard, c'est ça, pour se mettre Exactement. à l'IA. Et il y a tellement de besoins finalement, Exactement. voilà, que c'est un sujet qui doit nous intéresser tous. On va pas donner les 7 conseils, mais allez, un ou deux. Pour se reconvertir, vous me posez une colle, pardon. Non, Ah, vous pas voulez du que je tout. reprenne? Non, je vais vous répondre. Je pense que pour se reconvertir, la meilleure façon, c'est tout d'abord d'arriver à préciser quelles sont nos compétences et quelles sont les compétences que l'on veut acquérir. Les compétences que l'on veut acquérir, je l'ai déjà dit, on peut les acquérir par les écoles, par la formation en alternance, par la formation continue, et on peut même les acquérir soi-même par des tutos, par l'auto-formation dont on parlait, qui est, je crois, assez importante dans ce domaine, parce que les profils manquent. Il manque de profils d'IA dans toutes les entreprises. Armel, Olivier, vous avez des questions sur ces nouveaux métiers de l'intelligence artificielle? Je sais que c'est un sujet que vous connaissez bien, mais on a quelqu'un qui a passé quand même du temps à réfléchir sur ce que ça transforme au niveau de l'emploi. Olivier? Alors, alors sur l'aspect de la formation à l'IA, c'est en effet quelque chose qui change beaucoup, qui a un impact fort, et on en parlait avant le début de cette émission. Pourquoi est-ce que ça a un impact fort et pourquoi ça génère certaines craintes aussi? Ça génère certaines craintes. C'est une innovation technologique, mais on en a eu d'autres. Ouais. Sauf que cette fois-ci, cette innovation technologique touche les cols blancs. Et donc, du coup, ça génère un intérêt particulier en disant, mince, moi aussi je suis concerné. Parce que bien que j'ai fait bac plus 5, bac plus 7, hein, mais au final, c'est un nouvel outil. Et donc la question, c'est comme pour tous les outils, comment on apprend à s'en servir et quelles sont les techniques pour apprendre à se servir de ces outils. Effectivement, la menace qui pèse à l'heure actuelle sur les métiers touche plus les cols blancs, c'est-à-dire que le médecin sera plus menacé que l'infirmière qui va procurer des soins à la personne qu'il est difficile de remplacer à l'heure actuelle, sans attendre l'IA robotique et agentique qu'on nous promet pour dans quelques années encore. Oui, qui prodiguera peut-être pas des soins infirmiers non plus, hein. Armel, peut-être, j'imagine que la recherche de nouvelles compétences, c'est un sujet qui est important aussi, hein, quand on se lance dans un réseau social, on va en parler, vous embarquez une brique d'intelligence artificielle désormais. Compliqué de trouver des compétences? Compliqué, non. Parce qu'il y a des personnes qui veulent être intéressées par l'IA tous les jours. Donc je pense que c'est surtout la demande de formation, les formations précises, surtout pour les jeunes. C'est vraiment les formations qu'ils recherchent et c'est pas assez accessible aujourd'hui. Et je pense que ça devrait être un peu plus démocratisé pour que justement les jeunes puissent très rapidement s'emparer de l'IA. On a encore un déficit sur les formations, Fabrice? Oui, je crois. Je crois que la formation idéale, l'école d'ingénieur et puis la spécialisation IA, elle est en marche. En revanche,
Le simple fait que des gens se forment par eux-mêmes et aboutissent et arrivent à obtenir des métiers, arrivent à obtenir des jobs dans l'IA, prouve qu'il y a encore un déficit de formation. Alors, vous parlez aussi de l'IA comme motif de licenciement, parce que ça arrive déjà, oui. Voilà, à voir si c'est quand même pas une erreur a posteriori, mais aussi comme l'IA qui est un moyen de garder ses salariés et finalement de les motiver. Oui, d'innovation technologique, effectivement. Vous prenez des notes, je vois prendre oui, des notes. Oui, parce que vous m'avez posé 2 questions. Et oui, une innovation technologique. Et pour les salariés, vous me disiez... C'est un moyen aussi de les garder. Oui, notamment en cybersécurité. Oui. Parce que, ou en IT de manière plus générale, mais les personnes qui sont spécialisées en IT et qui procurent un travail dans l'entreprise régulier tous les jours sont souvent happées par des petites fonctions qui les gênent dans leur travail, et l'IA peut répondre à ça. L'IA peut répondre à certaines questions qui sont très simples et eux peuvent se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée. Alors, on passe à Olivier Debenny, donc fondateur et président de Lingua Custodia. C'est une fintech qui est spécialisée depuis plus de 10 ans dans la création de modèles d'IA pour le secteur financier. Vous avez annoncé récemment d'ailleurs être lauréat de France 2030, donc félicitations, avec le soutien de BPI France et un travail en commun avec l'AGFI. Vous dites que vous allez construire un LLM qui va être spécifiquement dédié à ce secteur de la finance, j'imagine en français. Pourquoi on a un besoin spécifique aujourd'hui dans ce secteur d'avoir un LLM de plus, parce qu'on en a tellement déjà des LLM, Olivier. Donc nous, on vient, en effet, on est une société spécialisée dans la création de modèles d'IA générative pour ce vertical financier. On fait ça depuis 10 ans, on vient de l'univers au départ de la traduction automatique qui est un des cas d'usage de l'IA générative. L'IA générative aujourd'hui résume des textes, réécrit des textes, compare des textes ou traduit des textes. Et donc on a fait une évolution naturelle. Elle est très efficace sur la traduction. Alors oui, mais là encore, des termes simples, même au sein même de l'univers financier, un terme comme turnover peut signifier revenu ou peut signifier taux de rotation si on est dans la gestion d'actifs. Et donc, quand on parle de LLM, pourquoi elle est spécialisée pour la finance? Un LLM généraliste aujourd'hui ne va pas forcément savoir que pour une opération financière, quand on lui demande quelle est la date de cette opération financière, il va vous donner une date. Il ne sait pas qu'il y en a deux. Il y a une date de valeur et une date de règlement. Voilà. Alors ça veut dire qu'il faut lui apprendre. Exactement. Donc comment est-ce que vous procédez? Comment est-ce que vous allez vous y prendre pour monter ce LLM vraiment spécifique pour la finance? Donc un LLM aussi, pour réexpliquer ce que c'est, un LLM c'est vraiment la brique technologique qui est derrière des outils qu'on connaît comme ChatGPT. Donc derrière ChatGPT, c'est des modèles qui s'appelaient GPT 3, 4, etc. C'est un grand modèle de langage. Un large language model. Qu'ensuite un chatbot va interroger pour apporter ses réponses. Exactement. Donc en fait, tout repose sur la donnée. Donc l'idée, c'est de partir d'un modèle de base open source existant aujourd'hui et de lui faire apprendre du jargon financier. Alors plusieurs, on en prend plusieurs parce qu'on teste avec plusieurs. Et de tester, de lui donner de la donnée à la fois qualitative financière, c'est là où la donnée de la GFI et son historique est intéressant en termes de publication d'articles, mais on a aussi d'autres données qu'on a récupérées, et puis aussi de l'apprendre à faire certains types de tâches, de l'analyse de sentiments sur est-ce que c'est plutôt positif ou négatif, tel rapport sur un titre financier, ce genre de choses, de la classification de documents, tous ces aspects-là. La notation financière. Exactement, exactement. Donc c'est comme ça qu'on fait. On part d'un modèle de base, on lui donne de la donnée, on le surentraîne et on vérifie ensuite sur certains benchmarks qu'il performe mieux que le modèle de base. Donc ça veut dire que la donnée est bonne. Une fois qu'on a bien identifié le set de données, on prend différents modèles et on réplique ça et on voit quelle est la performance maximale qu'on peut atteindre. Et vous le faites en français. Aujourd'hui dans la finance, on n'est pas complètement en anglais? Alors pas du tout. Okay. En fait, il y a un gros besoin. Juste les acronymes. Vous demandez à un modèle open source, aujourd'hui même des gros, ce que veut dire, à quoi sert la BPI, et il va vous répondre la Banque Populaire de l'Indre fait ceci. Enfin, vous voyez,
C'est le côté aussi, enfin tous ces mécanismes, non seulement les acronymes, donc ça c'est vraiment de la connaissance financière française en tant que telle, et puis ensuite il y a des mécanismes spécifiques à savoir pour la France, quoi, connaître le mécanisme, le financement de la sécurité sociale, enfin voilà, des LLM c'est une encyclopédie, c'est de la connaissance. Et le tout, c'est de justement s'assurer que notre culture et la culture financière de la place de Paris est représentée dans ces modèles. Ça prend combien de temps de créer un LLM, de l'entraîner, de lui apprendre, de corriger, pour en faire véritablement un outil référent pour le secteur? Alors, c'est long. Ouais, c'est-à-dire, ça se compte en quoi? C'est long. En mois, en années? Non, alors c'est quelque chose qu'on peut faire. Ça dépend de la puissance de calcul dont on dispose, mais c'est entre 12 et 18 mois. Vous avez la phase de collecte de données qui est très très longue, qui est la plus difficile et la plus intensive en ressources. Ensuite, vous avez l'entraînement du modèle qui nécessite la puissance de calcul, donc ça va dépendre des supercalculateurs qu'on utilise. Et ensuite, l'évaluation, qui en elle-même est un sujet, parce qu'aujourd'hui il y a encore un gros débat, il n'existe pas encore officiellement de benchmark. On est les premiers à sortir un modèle comme ça en France, un benchmark clair pour bien noter ce genre de modèle. Donc on doit créer aussi des modèles d'évaluation. Et vous devez aussi partir des usages, de l'utilisation. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui intéresse aujourd'hui le secteur de la finance, de travailler avec ces IA génératives? À quoi ça servira? À quoi ça sert déjà aujourd'hui? Voilà, complètement. Donc on a commencé le projet par une étude de marché, une étude de place, en allant voir une quinzaine de grands établissements bancaires pour leur demander quels sont aujourd'hui les grands cas d'usage de l'IA générative. On les a catégorisés et quels sont les problèmes par rapport à ces cas d'usage pour lesquels les modèles génériques ne fonctionnent pas et pourquoi. Donc on a commencé par là. Donc les cas d'usage, je ne vais pas tous vous les citer. Non, mais quelques-uns. Une quinzaine. Le plus gros, c'est ce qu'on appelle en termes techniques le RAG. C'est le Retrieval Augmented Generation, la capacité d'interroger en langage naturel des données non structurées. Vous avez des producteurs de contenu dans les banques, dans les institutions financières, qui produisent beaucoup de données. Ils veulent s'assurer que ceux qui consomment ce contenu puissent justement l'interroger facilement. Donc ça, c'est le premier vrai gros cas d'usage là-dessus, mais il y en a d'autres. Il y a la classification de documents. Quand on veut savoir connaître ses clients, il faut traiter plein de documents non structurés, savoir est-ce que ça c'est une pièce d'identité, est-ce que ça c'est un rapport, un bilan, une liasse fiscale, etc. Être capable de classer ça correctement. Tout ça, ce sont ces cas d'usage-là. C'est vraiment très très spécifique, effectivement, on le comprend à ce secteur. Est-ce que vous avez des questions sur Fabrice? Oui. Fabrice, un confrère aussi, un auteur et confrère, donc Exactement. j'imagine que vous avez des questions. Oui, j'en ai une. Comment est-ce que vous collectez les données? À qui vous vous adressez? Alors, on collecte de la donnée. Alors, il y a plusieurs stades. Il y a de la donnée open source qu'on peut aller récupérer, qu'on peut ensuite aller trier pour récupérer la donnée spécifiquement financière. Ensuite, comme nous, on est présent sur le marché depuis plus de 10 ans, on a collecté énormément de documents sur le web, de la donnée libre de droit, ou via des clients avec lesquels on a passé des accords. Et puis c'est tout l'intérêt en fait pour créer pour ce genre de projet d'avoir une association entre une société experte en modèle d'IA et un média qui dispose de beaucoup et de tout un historique de données en français de haute qualité pour pouvoir justement créer ce modèle. C'est comme ça qu'on a. Mais le gros sujet, c'est en effet la donnée. Et avec la GFI, j'imagine. C'était ça l'objectif. Ouais. Voilà. Armel Sachivi, donc vous êtes le cofondateur de Polymate, qui est un réseau social qui rémunère ses utilisateurs. Vous allez peut-être nous expliquer un peu comment ça fonctionne. Mais moi, ce qui m'a intéressé, et c'est pour ça que je vous ai invité aujourd'hui, c'est que vous annoncez l'intégration d'une intelligence artificielle pour apporter de la modération sur ce réseau social et aussi de la suggestion de contenu, donc créer des nouveaux liens entre les utilisateurs. Et alors, je me suis dit, bon, les algorithmes aujourd'hui, à la fois de modération et de recommandation, ce sont finalement les premières cibles. C'est ce qu'on dénonce en premier quand on parle des dérives des réseaux sociaux. Alors vous y allez comment? Avec tout ça en tête, évidemment, j'imagine. Alors, on y va de façon très naturelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau des réseaux sociaux aujourd'hui, et c'est ce qu'on a constaté, il y a plusieurs reportages qui ont déjà eu lieu par rapport à ça, c'est que derrière les réseaux sociaux, il y a la modération en effet automatisée, mais il y a aussi la modération par des humains.
Ça, c'est une chose très importante. Et à partir de ce moment-là, on s'est posé. Alors, nous, on adore les réseaux sociaux, mais vraiment, c'est quelque chose qui nous passionne. Ah bon, les dérives, ça vous inquiète pas? Alors justement, c'est que on a eu l'occasion justement de voir un reportage dans lequel on a vu des personnes rester devant l'ordinateur et faire de la modération. C'était, il me semble, en Oui, c'est les 2020. ouvriers de l'IA. Tout à fait. Exactement. Et on a vu que justement, en parlant de santé mentale, c'était assez compliqué pour eux justement à tenir psychologiquement, Ouais. comme dans la vie de tous les jours. Et on s'est dit, voilà, on crée un nouveau réseau social. Quelle est la brique qu'on doit pouvoir intégrer pour pouvoir justement pallier à cette modération et de deux, à cette, à cette Donc en fait, l'idée, c'était de retirer de la pénibilité dans le exactement. travail de modération. Exactement, Ok. exactement. Donc on pense que c'est quelque chose d'important, mais vraiment au niveau des réseaux sociaux, parce que des gens qui restent devant les ordinateurs toute la journée et qui regardent des contenus qui sont parfois très violents, Ouais. la santé mentale, ça touche. Et Mais aujourd'hui, là, ça veut dire que vous allez basculer en 100% modération IA ou en partie? alors, nous, on s'est positionné sur un secteur, on va dire, assez simplifié. Alors, il faut savoir moi, je suis autodidacte. Donc, ça veut dire que j'ai pas fait de grandes études. Et moi, mon but, c'est d'avoir quelque chose de concret très rapidement et opérationnel pour le client. Donc, lorsqu'on a lancé le réseau social, au niveau de l'IA, on l'a utilisé pour faire de la modération. Aujourd'hui, malgré justement de très bonnes formations, de très bons ingénieurs qui travaillent sur l'IA tous les jours, on n'est pas encore à 100% des capacités IA. Mais je pense que demain, on aura la capacité de faire une modération sur les réseaux sociaux, automatisée directement grâce à l'IA. Donc à partir de ce moment-là, nous, notre but, il est très simple, c'est de nous placer entre aujourd'hui et demain, donc la finalisation de l'IA, de la modération et le fait que les personnes sortent petit à petit de cet univers, on va dire, de modérateurs qui Mais pèsent sur sur le la fait santé. que ça puisse servir aussi, vous allez l'utiliser pour faire des recommandations de connexion entre les utilisateurs de votre réseau social Polymate. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui inquiète, cette manipulation algorithmique. Alors, ça inquiète, oui et non. Je dirais ça. Je dirais non parce que Ça veut dire qu'il faut être hyper transparent. En fait, c'est ça. c'est là où je vous emmène, c'est que sur les grandes plateformes sociales, que ce soit Ouais, américaines ou chinoises, il y a une forme d'opacité ouais, qui est dénoncée sur la manière dont justement les contenus sont modérés, poussés, les exactement. recommandations. On se dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi je reçois cette Exactement. recommandation? Il n'y aurait pas une intention derrière Exactement. d'influence, de manipulation. Comment est-ce que vous allez jouer, vous, sur la transparence là-dessus? Alors c'est très simple, c'est que on n'a pas forcément on n'a pas forcément de code qui remonte certaines informations. Grosso modo, c'est l'utilisateur qui est libre de ses accès. Et c'est ce qu'on a mis en avant. C'est-à-dire que si vous voulez regarder un contenu, vous pouvez aller voir ce contenu-là. On ne vous pousse pas de contenu. Donc, grosso modo, comment ça fonctionne? Vous pouvez suivre une personne. Et à partir de ce moment-là, lorsque vous suivez cette personne, vous avez la possibilité de voir son contenu. En échange de ce contenu, une page publicitaire va se lancer et cette personne va être rémunérée. Donc en fait, vous avez une totale autonomie de penser et une totale autonomie de pouvoir sélectionner le contenu que vous souhaitez voir. On ne pousse pas de contenu. On Qu'est-ce vous qui laisse fait libérer. l'algorithme alors en matière de recommandations? Alors justement, il ne fait pas de recommandation directe. Ça sera une recommandation sur plutôt la partie information et actualité. Donc c'est une partie qu'on est en train de développer là actuellement. Mais il ne pousse pas le contenu des utilisateurs, mais plutôt le contenu actualité au niveau C'est vraiment général. intéressant parce que ça montre à quel point ces sujets d'intelligence artificielle, c'est aussi beaucoup de questions éthiques, de transparence vis-à-vis des utilisateurs. Là, j'ai envie de dire, je vous cherche là-dessus parce que le réseau social, c'est le sujet le plus Majeur. polémique du moment et c'est facile de vous interroger là-dessus. Mais j'imagine que ces questions éthiques, elles se posent aussi quand on monte un LLM dans la finance. Enfin, non, Olivier? Absolument. Et puis la question qu'il faut aussi se poser, et c'est une question intéressante, c'est une modération par un LLM versus une modération par un être humain.
Un être humain pourra peut-être se tromper ou s'il y a un problème faire passer des choses. Un LLM pourra peut-être halluciner, ne pas comprendre quelque chose, laisser passer des choses. Par contre, on va considérer que c'est pas acceptable que le LLM fasse passer des choses. Et c'est la façon, en fait, c'est bien ça, en fait. C'est parce que l'IA, fondamentalement, c'est un outil d'augmentation. Hein. Mais c'est comme un être humain, ça peut aussi se tromper. Par contre, bon, voilà, et donc c'est tout ce débat-là, et ça, ces débats, on le voit dans toutes les entreprises. Ouais. Une entreprise automobile qui veut vérifier de la vérification des pièces défectueuses et automatiser ça par de l'IA générative en vérifiant avec des photos, ça, versus un contrôle humain de pièces, qui est un peu la même chose qu'une modération dans les faits. Hein. Au final, quand on regarde les chiffres, on va peut-être s'apercevoir que l'IA générative, en fait, a de meilleurs scores, mais peut encore se tromper. Et donc, le responsable qualité va dire, bah non, finalement, on va quand même laisser des êtres humains faire ça. Bon, c'est un sujet difficile, c'est un sujet, mais ça fait partie de l'évolution On tolère comme et de l'adoption dont on niveau parlait tout d'erreur, à l'heure aussi. finalement. Ouais. J'avais une question, est-ce que vous allez vous en servir aussi de l'IA pour faciliter la création de contenu sur le réseau social? Alors oui, on a déjà commencé. On a déjà commencé. Le but, c'est que, en gros, nous, au niveau de Polymath, on sait que l'IA va permettre de faciliter les publications. Mais on veut laisser le côté créatif aux utilisateurs. C'est-à-dire que... bon, Et donc, alors, très concrètement, ouais. que- Alors, très concrètement, qu'est-ce que vous allez faire avec l'IA sur la création de Ouais. contenu? Alors, c'est la modérer. Ça, c'est important, modérer le contenu. Et à partir de ce moment-là, améliorer tout ce qui est visualisation d'images, donc améliorer les images et générer du texte. Faciliter la D'accord, génération donc la des essais. création reste Exactement. vraiment du côté de C'est l'utilisateur, ça. mais il va y avoir de l'amélioration Exactement. qui va être apportée. Très bien, merci beaucoup Armel Satchivi. Vous êtes, je le rappelle, le cofondateur de Polymath ou Polymate, comme on veut. Olivier Debeny, merci aussi d'avoir été avec nous, fondateur de Lingua Custodia, et Fabrice Matteo, journaliste et auteur de cet ouvrage sur les métiers de l'intelligence artificielle. C'était Smartech. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était les interviews de l'IA. On se retrouve très vite. À bientôt.